Et j'ai réellement appris parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. De dire dans quelle école j'étais. Je le vois même en entreprise. Parfois aussi, t'as des grilles salariales en fonction de ton école. Mais c'est hyper compliqué de réviser ses cours en étant en dépression. Je sais même pas comment j'ai eu mes années, mais ouais, j'ai pu les avoir. Y a la manager qui me dit ouais Noémie, y a Erwin Gapet du coup qui est un volleyeur de l'équipe de France qui veut que je l'accompagne en fait niveau communication. Donc c'est 19 enfants, on les aide pour la scolarisation, on les aide pour les fournitures scolaires, les denrées alimentaires, tout ce dont ils ont besoin et ça avec les dons de différentes personnes, de différentes entreprises. Salut Noémie, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Du coup, ça fait un moment quand même depuis Wayback. Ouais. Ça a été très... juin dernier, ouais. Ça passe vite, hein. Ouais. Ça passe vite et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et du coup, le podcast en fait s'appelle Product Story. On reviendra un peu dessus après, mais en gros ici, ce que je cherche à atteindre comme but en fait, c'est de donner la parole aux jeunes tout simplement. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une carrière exceptionnelle, mais de montrer simplement en fait que c'est possible de faire de bonnes études, de faire de très bons parcours, pour pouvoir simplement influencer ou inspirer plutôt d'autres jeunes également. Donc c'est vraiment ça le principe. Donc du coup c'est vraiment un plaisir. Merci. Je sais que ton emploi du temps il est voilà, on a déjà reporté une fois, mais en tout cas c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et donc comment tu te présentes aujourd'hui? Moi c'est Noémie Poisson. Je suis franco-camerounaise, 22 ans, étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Ah ouais, multi-casquette. Ouais, c'est ça. Toutes les casquettes. Et donc, on va revenir un peu sur tout ça. Et, ok, du coup, franco-camerounaise, c'est la partie qui m'intéresse. Donc, du coup, né de père français et mère camerounaise. Oui, c'est ça. Ok, et du coup, tu es née en France? Oui, je suis née en France. J'ai fait une petite partie de mon primaire en France. Okay. Ensuite, une petite partie de mon primaire au Cameroun aussi. Okay. J'ai fait mon CM2 et ma 6e en France. Cameroun ensuite de ma 5e à ma terminale. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus... Et donc, du coup, tu fais un système français ici. Et quand tu rentres au Cameroun, comment ça se passe? Quand je rentre au Cameroun, en 5e, ma mère me met direct dans le système camerounais. Donc j'ai fait le collège Liberman. C'est un collège qui est très connu au Cameroun, collège d'excellence au Cameroun. Okay. Elle me met là-bas pour vraiment me faire comprendre la réalité des choses, la discipline. Vraiment, c'était l'armée. C'était l'armée camerounaise. On avait toujours des contrôles continus, toujours des devoirs surveillés. Et en fait, quand j'étais en France, avant d'aller au Cameroun, j'étais fille unique, toujours toute seule. J'avais mes camarades et tout ça, mais je connaissais pas vraiment la réalité de la vie qu'on peut rencontrer en Afrique ou encore au Cameroun. Et après, par la suite, elle m'a mis du coup dans un lycée français, donc le lycée Dominique Savio à Douala, où là j'ai fait ma première et ma terminale, et puis j'ai eu mon bac français là-bas. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu fais tout, on va dire en vrai, tout le collège en fait dans un système camerounais. Moi, ce qui m'intéresserait un peu, c'est de savoir c'est quoi la différence que tu as peut-être vu dans les deux systèmes et peut-être ce que tu as peut-être plus aimé, moins aimé. Ce que j'ai le plus aimé dans le système camerounais, c'était vraiment la discipline. Au départ, quand je suis arrivée, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est ça? Mais par la suite, j'ai vraiment compris ce que c'était vraiment la double culture, vraiment connaître toute l'histoire du Cameroun, même là, niveau politique, je connais très bien l'histoire du Cameroun, vraiment tout. Et la discipline, vraiment, c'était quelque chose de très, très, très costaud. En général, dans les écoles camerounaises, c'est comme ça. Mais à Liberman, moi, je l'ai vraiment ressenti. On avait tout le temps des devoirs surveillés, tout le temps des contrôles continus. À chaque fois, je me demandais en fait à quoi ça servait de retenir nos cours par cœur, mais en fait, par la suite, j'ai vraiment compris à quoi ça servait et pourquoi c'était aussi important. Niveau français, je vais dire que l'avantage, c'est vraiment le fait de faire des présentations. Le fait de faire des présentations. Au collège camerounais, on en faisait, mais pas beaucoup. C'est plus théorique. C'était plus théorique, exactement. Alors que niveau français, vraiment des présentations,
on apprend à s'exprimer à l'oral, on fait vraiment des exposés PowerPoint de A à Z, alors qu'au système camerounais, on fait pas vraiment, enfin, je pense aussi c'est parce qu'on manque de matériel dans les classes. Pédagogique et tout. Exactement, on manque de matériel pédagogique dans les classes, etc. On peut pas faire ça, mais on en faisait un petit peu quand même, mais plus poussé niveau français. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je me rends compte que, et c'est même pas qu'au Cameroun, hein, dans nos écoles en Afrique, ça va être beaucoup de théorie déjà. On fait même pas de travaux pratiques. Exactement. Et oui, je trouve qu'on ne donne pas vraiment la possibilité à ce qu'en fait tes élèves s'expriment, présentent tout simplement des travaux et tout. Donc c'est bien de voir en fait que j'avais jamais vraiment en fait fait attention. C'est vraiment tu le soulignes. Et donc du coup tu finis, tu as ton brevet et là tu repars dans le système français. À partir de ma première, du coup. Ah, du coup, tu fais une seconde en fait dans le système. Mais pourquoi? Bah, en fait, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Mère, ma mère voulait vraiment que je reste jusqu'à la fin au système camerounais. Okay. Mais moi, intérieurement, je voulais pas. Ma famille paternelle non plus ne voulait pas que j'ai un bac camerounais. Parce que même si le bac camerounais est vraiment très 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 poussé et très très dur par rapport à d'autres pays en Afrique, niveau opportunité, niveau Parcoursup, avoir de bonnes écoles après, etc., c'est plus compliqué que le système français. Je vois. Et donc tu fais la seconde et puis là tu vas vers une première du coup système français. Non mais enfin même moi je réfléchis, je me rends compte en fait que c'est dommage en fait de faire un parcours dans nos pays du coup africains et que ça te enfin c'est comme si tes portes étaient fermées en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as peut-être juste la possibilité d'être dans juste les universités africaines et t'as pas forcément la possibilité d'aller vers de très 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 grandes universités prestigieuses. Mais ça veut dire qu'il faudrait que nous aussi on construise des universités. Exactement. Moi chez nous des universités. Mais je pense qu'au Rwanda il y a une très bonne école. Ça s'appelle l'African Leadership University. Et ah ouais, je pense que j'ai déjà vu ça. ALU, c'est ça. Exactement. Moi, en fait, quand j'étais allée visiter le Rwanda, c'était quelque chose que je voulais vraiment revisiter. C'était cette université-là parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et à l'époque, ma mère me disait, ouais, je pense que tu vas être dans cette université. Et toi, tu voulais? Et moi, non, pas du tout. Moi, je sais pas du tout. Pourtant, j'ai adoré le Rwanda. Vraiment, j'ai adoré le Rwanda. Mais je me disais toujours que ma voie, en fait, je voudrais commencer en France. Ouais, ok. Je me suis toujours dit, ouais, je voudrais commencer en France avant de voir dans d'autres pays, etc., etc., peut-être faire des échanges et tout ça. Mais je pense que la vision de cette université-là, c'est vraiment de former les futurs leaders africains, mais étant sur le continent et pas une fois de faire des écoles françaises ou des écoles anglaises ou américaines et rentrer en Afrique. Enfin. Et si déjà qu'on rentre pas. Oui. Et non mais le Rwanda, j'ai l'impression que tout le monde me parle du Rwanda parce que l'invité qui était venu au premier podcast, il s'est basé au Rwanda aussi et bah ça donne envie d'aller voir parce que tout le monde me parle du Rwanda. Et tu t'es allé quand d'ailleurs? Bah je suis allée en 2019 pour la première fois. Ok. T'es toujours au lycée du coup? Comment? T'étais toujours au lycée? Exactement. Je suis allée avec ma mère. J'étais en première. Je suis allée 2 semaines au Rwanda et franchement, c'est vraiment the place to be pour moi. C'est vraiment en Afrique, c'est un des pays à voir. Même là, bientôt, ils sont en train de négocier la Formule 1 pour avoir un Grand Prix. Oui, exactement, le Grand Prix, exactement. Il y a la NBA aussi qui fait beaucoup. Je crois que c'est la balle BAL, un truc comme ça. Qui fait beaucoup de choses là-bas. Franchement, au niveau développement, ils vont très bien. Ok, et c'était quoi, Kigali, c'est ça? Oui, Kigali, mais pas que Kigali, parce que j'ai fait des villages autour, vraiment, même les villages sont différents, je sais pas comment dire, c'est très discipliné, très discipliné. On est allé près du lac Kivu, on nous avait dit que c'était dangereux, enfin, après on nous a dit que c'était dangereux, mais franchement c'était très beau à voir. La mentalité des gens, on a fait un safari, on était 12-13 heures dans la voiture pour y aller, voir tout le safari. C'était un safari qui était à la frontière de la Tanzanie. Et c'était hyper bien. Hyper bien. Et je pense que tu fais tout le tour, je pense, en 3-4 jours. Du Rwanda, ouais, c'est pas très grand. Enfin, pas du Rwanda, mais du safari en question. Ah oui, ok. Du safari, ouais. Ok, mais intéressant.
Et donc, bah, du coup, au lycée, comme ça veut dire que tu voyageais aussi pas mal déjà au lycée. Ouais. Ok. En Afrique ou bien plutôt vers ici? Bah, je pense que au lycée, j'ai fait réellement le Rwanda. Et ensuite, j'ai fait l'Amérique, du coup. Les États-Unis? Oui, exactement, les États-Unis, où j'allais à Washington, D.C., Maryland, Virginie et New York. Ok. D'accord. Donc, lycée, moi, j'aimerais bien parler quand même de la terminale. Comment ça se passe ta terminale? Comment se passe le bac, du coup? Bah, comment ça se passe le bac? Franchement, c'était année Covid. Ok. Nous, on l'a pas trop ressenti en Afrique, mais ceux qui étaient en France l'ont vraiment ressenti. Moi, je m'étais préparée pour le concours Sésame jusqu'au bout. Et Tu 2 peux me dire semaines c'est quoi le avant... concours Sésame? Donc en gros, le concours Sésame, c'est un concours où on est plusieurs lycées français du monde en concurrence, on va dire ça comme ça. Et c'est un concours pour les meilleures écoles de commerce françaises. Ok. Donc ça va être des textes de logique, de langue, d'espagnol, anglais, de lecture très rapide, etc. Ok. Et donc, du coup, ça c'est sur Parcoursup, ça se passe, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Donc c'était sur Parcoursup. On a fait toute la préparation et 2 semaines avant, on nous dit ouais, c'est pas possible de le faire, ça va être sur dossier. Okay. Donc moi je m'inscris quand même. Je me dis bon, qui ne tente rien n'a rien, je mets quand même les secs. Pourtant, je pense que si j'avais passé le concours Sésame réellement, j'aurais pas eu les secs. Ah ouais, tu penses? Parce que c'était vraiment le coefficient le plus haut du concours Sésame, l'école vraiment très très difficile, mais ils ont un fort coefficient au niveau du dossier, donc je pense que c'est ça qui m'a... Et donc c'est peut-être quoi les autres écoles commerce prestigieuses que tu as mis à part lycée? Bah, en fait, j'ai été prise dans toutes mes écoles. J'ai eu 5 écoles de commerce, donc moi c'était l'ESSEC, EM Lyon, non pas l'EDEC, EM Lyon, EM Normandie, Cage et Neoma. Je crois que je sais pas si c'est une vidéo que j'avais vue, tu disais en fait que l'ESSEC en fait t'as mis au pif en vrai. Ouais, parce que tu pensais vraiment pas l'avoir. Ouais, j'avais mis au pif. C'était ma première vidéo Parcoursup du coup, où ma réaction devant mes résultats Parcoursup, j'ai mis au pif. Mais pas réellement au pif, parce que ma mère m'a dit non, tu mets Ah, c'est comme, ah, c'est le storytelling pour les réseaux. C'est vraiment le storytelling pour les réseaux. Mais, d'un côté, moi aussi, j'ai mis au pif, parce que je me disais, bon, je vais pas l'avoir, tu vois, mais, tu t'en pries à rien. Et donc, j'étais hyper surprise de l'avoir. Ok. Et au final, le choix a été difficile pour choisir finalement. Bah, à la fin, j'hésitais entre EM Lyon et l'ESSEC. Parce que c'est l'EM Lyon que tu voulais vraiment. Bah, je voulais vraiment l'EM Lyon et je m'attendais pas à avoir l'ESSEC. Et, je voulais pas être en région parisienne du tout. Je voulais être en Normandie, à la campagne et tout ça. Mais c'est vrai que, bah, après, j'ai vraiment choisi l'ESSEC pour le classement aussi. Pour le classement diversité internationale. Tous les échanges qu'il y avait, les retours des alumni, c'était hyper intéressant. Donc c'est ça qui m'a poussé à y aller. Ok, et donc du coup, tu fais ton Parcoursup, le bac du coup c'est un contrôle continu année Covid. Oui, exactement. Donc c'est quoi ta mention? Très bien, c'est ça? C'est ça. Bah, félicitations. Merci. Donc du coup, t'as ton bac et du coup il faut quitter le Cameroun, c'est ça? Comment ça se passe? Il faut quitter le Cameroun. Tu sais, quand t'es au lycée, tu te dis, ouais, j'en ai marre des parents, je vais aller vivre ma vie, je vais être autonome et tout ça, machin. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis pas rendu compte de toute la réalité. De toute la réalité de ce que c'était la vie d'adulte, d'aller voir son banquier, d'ouvrir un compte bancaire. C'est des trucs qui nous paraissent bêtes. Mais franchement, de déclarer ses impôts, parce que bah du coup t'es plus déclaré sous tes parents, des choses comme ça. Donc ça a été hyper compliqué. Et j'ai sombré en dépression du coup ma première année. J'ai eu une dépression sévère durant ma première année et la moitié de ma deuxième année. Parce que vraiment c'était le jour et la nuit où t'es au Cameroun, t'as tout le confort. T'arrives en France, même si c'est mon pays, même si je venais ici tous les étés et tout ça. C'est complètement différent la vie ici. Ici, ouais. T'es plus habitué, enfin, vraiment, au Exactement. Cameroun et tout. J'étais habituée. Maintenant, je me suis habituée by force à la C'est sûr que quand tu vas repartir, tu vas dire que, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais tu sais que quand je vais au Cameroun, parce que tous les décembre, je vais au Cameroun, quand je vais au Cameroun, je suis choquée à chaque fois parce qu'il y a
pas d'évolution, je trouve. Ok. Et c'est très compliqué de faire comprendre les choses aux gens. Dans niveau vie de tous les jours, je trouve que c'est très compliqué. Ça a du mal à décoller. Mais il y a des choses où ça évolue vraiment. La restauration, enfin les choses comme ça évolue réellement. On aime manger. On aime manger, c'est ça. Mais ok. Après, est-ce que tu penses pas que tu as aussi beaucoup déprimé parce qu'on était vraiment en confinement? Bah oui, c'est ça aussi. Mais moi j'ai connu qu'un confinement d'1 mois. Un mois? Ouais, c'était 1 mois, c'était novembre où il avait dit... Ah ouais, c'est vrai que 2020, du coup, tu étais au Cameroun, donc ouais, ok. Donc moi, je suis vraiment arrivée 2020, enfin, je suis arrivée en septembre 2020, donc j'ai vraiment pas connu ouais, ok, je vois. le Covid. Ok, ouais, le confinement de fin d'année, et puis après, je crois que ça avait été des coups-feux, je crois. C'est ça, il y avait des coups-feux, et en novembre, il me semble, le mois de novembre ou le mois d'octobre, c'était un confinement d'1 mois. Ok. Donc, ça, c'est que première année, c'est ça? C'est ça. Du coup, tu es sur le campus? Le campus, c'est à Cergy? Oui, le campus, c'est à Cergy. Du coup, moi, je m'installe pas très loin. Ok, à côté du campus. Je m'installe pas très loin. C'est un choix? Oui et non. Parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais habiter. Même si je connais Paris, je connais la région parisienne et tout ça. Mais au vu de l'emploi du temps, c'était hyper compliqué et je me suis dit non, c'est mieux d'être près de l'école. Ok. Non, parce que je te demande, parce que souvent j'ai l'impression que beaucoup vivent plutôt sur le campus. Oui. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Bah en fait, nous, à l'ESSEC, on a 4 résidences. Ok. Et elles sont pas toutes à côté du campus. En fait, directement à côté. Non. T'as une résidence pour les premières années. Et en fait, d'ailleurs, j'hésitais parce que je voulais être en résidence étudiante au départ. Mais j'hésitais réellement parce qu'il y avait des anciens amis qui m'ont dit que ouais, non, c'était pas... Enfin, des gens plus grands que moi qui m'ont dit que si j'avais envie de dormir, fallait pas que je reste. Fallait pas que j'aille dans cette résidence. Les gens font la fête tout le temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça allait vraiment me saouler. Ça allait saouler, ouais. Mais à un moment, j'ai regretté aussi parce que je me suis dit, ouais, j'aurais quand même pu le faire et tout ça parce que les examens n'étaient pas si difficiles en première année parce qu'il y avait le confinement, enfin, Covid, etc. Mais bon, ça s'est fait. Je me suis installée pas très loin. Et à Cergy, il y a du coup 4 résidences un peu partout. Donc à Cergy Préfecture, à Cergy Port, Cergy Le Haut et l'autre, je sais plus. Ok. Et est-ce que tu penses que quand tu es arrivé à l'ESSEC, la rigueur que tu avais acquise quand même au Cameroun t'a beaucoup aidé? Oui, beaucoup aidé. Ok. Beaucoup aidé parce que ça m'a... Même au lycée français... Parce qu'au lycée français, j'avais pas la même rigueur que j'avais au collège camerounais. Ouais. Mais j'ai toujours gardé cette même rigueur au lycée français. Ouais, de vraiment tout le temps réviser mes cours. Après, à l'ESSEC, c'était beaucoup plus compliqué parce que quand t'es en dépression sévère, t'es hyper fatigué. Donc t'as vraiment beaucoup de mal à réviser tes cours. Moi, je l'ai révisé sur un lit d'hôpital. Je passais 4 jours par semaine sur un lit d'hôpital. Après, il y avait des moments où je rentrais chez moi. Mais c'est hyper compliqué de réviser ses cours en étant en dépression. Je sais même pas comment j'ai eu mes années, mais ouais, j'ai pu les avoir. Mais oui, j'ai toujours gardé cette même rigueur. Mais du coup, ça m'intéresse. Comment t'as pu sortir de cette phase-là, vraiment, de dépression, parce que... En fait, c'est vraiment beaucoup de travail sur moi-même. J'ai toujours travaillé sur moi-même. Okay. Beaucoup de travail sur moi-même. Et moi, j'avais pas du tout d'appréhension avec tout ce qui concernait les psychologues. Donc, je suis allée voir un psychologue. J'ai vu aussi un psychiatre. Et en fait, c'était plus le psychologue qu'il me fallait parce que j'avais pas besoin de médicaments. J'avais testé des antidépresseurs 4 jours et vraiment t'as la sensation d'être un zombie, genre vraiment t'as la sensation d'être un zombie. Genre je sais pas, tu te sens comme un ver de terre, genre je sais pas, tu te sens vraiment, je sais pas, t'es tellement faible. Ça t'affaiblit même encore plus. Du coup, j'avais dit non, je vais travailler sur moi-même, je préfère aller en thérapie. Du coup, j'ai été suivie par différents psychologues. Et en fait, celui qui m'a vraiment aidée, c'était un psychologue qui était pas loin de l'ESSEC, donc à l'hôpital de Pontoise, que j'allais voir très souvent. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Et lui, vraiment, était génial. Ok. Et du coup, c'est lui qui t'a vraiment accompagné. Exactement, il m'a accompagnée. Du coup... en fait, au début des dépressions sévères, quand t'as vraiment ce qu'on appelle le stade 7, où t'as vraiment des pensées noires, etc., on te demande d'être vraiment accompagné par un psychologue et tout le temps, en fait. Donc, je faisais 3 séances avec lui par semaine. Et après, à chaque fois, il étendait les séances. Et quand tu te sentais pas bien, tu pouvais prendre rendez-vous avec lui et venir le voir. Ok, mais bon, enfin,
En fait, je me rendais pas compte à quel point, en fait, ça pouvait être aussi. Mais après, est-ce que tu penses pas que c'est parce que tu vivais peut-être seule aussi? Bah, il y avait ça, vivre seule, être loin, je suis très très proche de ma mère, être loin de ma mère, Ouais, ta mère, être loin des personnes qui vivent avec, enfin, qui travaillent aussi à la maison avec nous, enfin, tu vois, être loin de ces personnes que je voyais quotidiennement, avoir cette routine qui change totalement, donc tous mes amis au Cameroun, on se voyait tout le temps, vraiment, c'est très petit quand même, comparé à l'Île-de-France, donc on se voyait très très souvent souvent, comparé oui. à maintenant, ouais. Et il y a un truc aussi, en fait, du coup, qui m'est venu, c'est que après, je ne sais pas, peut-être que toi, en fait, t'es beaucoup plus éduqué sur ces sujets-là, Mhm. mais généralement, j'ai l'impression que quand on est en dépression, peut-être qu'on ne le réalise pas. Mhm. On pense qu'on est bien, qu'on va bien en tout cas. Et toi, tu l'as perçu très tôt. Bah en fait, ça dépend des dépressions. T'as des Ok. personnes qui vont pas le réaliser du tout. Et t'as des personnes comme moi. Moi, je me sentais super fatiguée. J'étais Ok. tout le temps fatiguée. Je dormais tout le temps. Limite, c'était comme si une mouche m'avait piqué. Genre vraiment, je dormais vraiment tout le temps. Et bah un jour, je suis allée voir le médecin de l'ESSEC. Et je lui ai dit, ouais, je comprends pas en fait. Genre, je suis vraiment hyper fatiguée. Je me sens mal. J'ai tout le temps mal à la tête. Je suis fatiguée, etc., etc. J'arrive à rien faire. Et je sais pas, je suis tout le temps en crise d'angoisse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il me dit, ouais, Noémie, je pense que tu fais une dépression. Mhm. Faudrait aller voir un psychologue. Et moi, j'avais pas du tout d'appréhension par rapport à ça. Donc, je suis directement allée voir celle de l'école. Et puis, c'est que t'as pas Celle de l'école ne m'a pas du tout convenu. Ah, ok. Ouais, elle m'a pas du tout convenu. Donc les séances, ça ne me convenait pas du tout. Et donc j'ai connu du coup le psychologue de l'hôpital de Pontoise, pas loin des Secs. Et c'est lui qui m'a vraiment accompagnée. Non. En tout cas, heureusement que tu Ouais, t'en non, es sorti. heureusement. Non, mais c'est bien que tu le dises aussi Heureusement. parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment de nos Oui. jours. Et surtout les études. Les études Oui. font déprimer beaucoup. Et Il y a ouais, aussi le travail, il y a des gens qui sont en burn-out c'est aussi. vrai. C'est Enfin, vrai. il y a plusieurs cas. Il y a Il y plusieurs. a des gens qui ont des traumatismes d'enfance, il y a des gens qui vivent des choses au quotidien, au quotidien qui sont pas forcément très heureux, tu vois. Oui, je vois. Mais en fait, je crois que surtout, il faut pas être dans le déni. Ouais, Parce que j'ai l'impression que quand on a une culture quand même assez africaine aussi, exactement. parfois on se dit que non, on déprime pas. Exactement. Et moi, je me demandais comment, avec cette maladie de blanc, en fait, entre guillemets, j'aurais fait au Cameroun. Pourtant, j'ai vu aussi des psychologues au Cameroun durant mon enfance, parce que en troisième, je faisais beaucoup de crises d'angoisse au lycée camerounais, Ok. qui étaient très très dures quand même, très très poussées. Et je me suis quand même demandé, même si je connaissais des psychologues au Cameroun, je me suis quand même demandé comment j'aurais fait avec cette maladie, en fait, dite de blanc, en vivant au Cameroun. Enfin, comment j'aurais fait avec cette dépression au Cameroun. Parce que même s'il y a des personnes et tout ça, l'entourage, tu vois, ça va parler, ça va dire, ouais, celle-là, elle nous ramène ces maladies de blanc, là, ça existe pas chez nous, c'est la sorcellerie, tu vois. Mais Ouais. pourtant, c'est réel. Ouais, non, mais je comprends totalement ce que tu dis. Mais tu penses pas aussi qu'actuellement nos pays commencent à être un peu plus éduqués sur ces sujets-là? Un peu plus, franchement, Parce que, ouais. comparé à avant, c'était terrible. Au Cameroun, par exemple, il y a de plus en plus d'associations là-dessus. Ok. J'en connais 3, y compris la mienne, du coup. Donc on est Du coup, 3. ton asso, bon, on peut en parler, hein. Ouais, Mais du coup, ton asso, tu l'as fondé à quel moment? Pendant ma dépression. Ah, c'est pour ça que tu Directement fondes pendant ma l'association. dépression, c'est pour ça, vraiment, l'objectif fondamental, c'était de fonder ça pour vraiment briser tous les tabous en Afrique sur la santé mentale. Ok. Parce que je m'en suis encore plus rendu compte de l'importance, même si c'était hyper important pour moi, je me suis encore plus rendu compte de l'importance de la santé mentale quand j'étais sur les lits d'hôpitaux. Ok. Quand j'étais sur les lits d'hôpitaux et vraiment, je me suis dit, ouais, mais comment est-ce que j'aurais fait et tout ça. Et c'est là que du coup que je décide en fait de commencer à brainstormer avec mon carnet à l'hôpital. Je me dis, ouais, Ah en ouais, fait, c'est là, depuis l'hôpital que tu as eu l'idée. Ok. que j'ai eu l'idée de créer cette association parce que j'allais mal, mais je me disais, ouais, en fait, ça veut dire, genre, je suis pas la seule sur cette terre à avoir mal. T'es dans l'hôpital, t'entends des gens, enfin, t'as beaucoup de maladies, t'as des schizophrènes aussi, t'as des personnes qui crient, qui font des crises et tout ça. Une crise d'angoisse, tu cries pas. T'es juste, c'est une crise de panique où tu vas commencer à trembler, etc. T'as des bouffées de chaleur et tout ça, c'est par moments silencieux, par moments non, c'est vraiment, t'as besoin de sortir, de t'échapper. Mais
t'as d'autres crises, notamment les schizophrènes, ils vont crier, et en fait, eux, faut les attacher. C'est très, très... En fait, moi, je comprends pas non plus, mais quand je voyais à l'hôpital, faut les attacher pour qu'ils se sentent mieux. Donc, on les attachait sur des brancards, et pour qu'ils se sentent mieux. Et en fait, je me disais, waouh, genre vraiment, moi, avec ma dépression sévère, genre franchement, c'est un petit truc par rapport à... comparé à d'autres personnes. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent beaucoup de choses en Afrique, mais qui s'en rendent pas forcément compte. Dans des foyers, des violences, etc., etc. Il y a des gens qui vivent des traumatismes au quotidien, et c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée. Mais je faisais déjà de l'humanitaire, donc c'est là où j'ai ramené l'humanitaire et l'éducation aussi dans l'association. Okay. Donc ça a pour domaine l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale. Du coup, ça s'appelle Norako Foundation. Foundation. Pourquoi Foundation? Pourquoi Foundation? Parce que j'ai pour aspiration à ce que ça devienne une fondation plus tard. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, quand tu dis l'humanitaire, c'est quoi? C'est des dons par rapport... Exactement. Des dons. Là, par exemple, récemment, on a fait une campagne scolaire, donc c'est aussi lié au pôle éducation, une campagne scolaire où on a pris un orphelinat qu'on accompagne depuis le début de l'association, qui s'appelle Destiny Home, qui est basé à Douala. Donc c'est 19 enfants. On les aide pour la scolarisation, on les aide pour les fournitures scolaires, les denrées alimentaires, tout ce dont ils ont besoin. Et ça avec les dons de différentes personnes, de différentes entreprises. Et c'est quoi les retours sur le terrain? Bah franchement, les retours sont vraiment bons. Je trouve que l'association commence de plus en plus à se faire connaître. On a aussi lancé durant le mois de mai 10 séances gratuites chez le psy, et pas que basées au Cameroun, dans différents pays d'Afrique. Donc on est en partenariat avec une psychologue camerounaise, et en fait c'était des calls sur Zoom qu'elle faisait en fait avec d'autres personnes basées en Afrique. Donc que ça soit, il y avait une personne du Togo, il y avait d'autres personnes du Congo, Kinshasa, parce que faut savoir qu'au Congo Kinshasa, c'est là où vraiment la santé mentale, il doit vraiment y avoir un accent là-bas, parce que c'est là-bas que c'est très très terrible. Ça a été identifié, je pense, par le ministre de la Santé du Congo Kinshasa, qu'il y a des millions de personnes qui souffrent en fait au niveau de la santé mentale. Et donc on a pris des personnes là-bas, des personnes au Cameroun, et le dernier pays, je m'en souviens plus, mais il me semble que c'est le Bénin. Et tout ça tu le fais en première année, c'est ça? Tout ça, je le fais... Non, ça, je l'ai fait cette année. Ah, d'accord, mais tout ça, en fait, ça a commencé... Exactement. Ça a commencé à partir de ma deuxième année, donc en 2022. Ça a vraiment commencé à partir de là. Et en septembre 2022, on lance le premier événement. Ok, intéressant. En décembre 2022, pardon. En septembre 2022, ça a été légalisé par l'État camerounais. Ok, d'accord. Du coup, c'est plus une asso qui est plus déclarée au Cameroun. Exactement, déclarée au Cameroun, mais qui fait des activités aussi un peu partout ailleurs. dans le monde et tout. Ok. Donc, ça commence à peu près, je vais dire peut-être à la première moitié de ta deuxième année. Et comment tu trouves l'ESSEC finalement? C'est de mieux en mieux? Bah, l'ESSEC, c'est de mieux en mieux. En deuxième année, je pense que ce qui m'a aussi fait sortir de ma dépression, c'est que je quitte la France. Je pars pendant 4 mois au Maroc, full Maroc. J'étais même pas dans la ville, c'était près de la plage, donc à Sidi Bouknadel, c'est à 40 minutes de Rabat. Donc là-bas, sur le campus de l'ESSEC, tout se passait très très bien. Tout se passait très très bien. Le fait que je pense que je quitte en fait la France, que j'aille dans un autre pays, ça m'a vraiment aidé. Et donc tu fais, en fait c'était quoi? C'est un programme d'échange? Exactement, un programme d'échange pour connaître aussi d'autres campus. T'en avais qui partaient à Singapour et d'autres qui partaient du coup en deuxième année au Maroc. Et là-bas du coup je rencontre des amis qui sont aujourd'hui mes amis dans la vie de tous les jours, vraiment qui m'aident au quotidien, etc., etc. C'est là-bas que tu as rencontré Liliane? Exactement, oui, Liliane, oui. D'accord. Liliane, en général, on la connaît tout le temps. C'est elle qui est tout le temps avec toi. Exactement. Ok, et donc elle a quitté ici aussi pour aller au Maroc, ou elle était déjà au Maroc? Non, elle a quitté aussi, elle a commencé à l'ESSEC comme moi, elle a quitté le Mali. Et elle est arrivée du coup à l'ESSEC en première année, mais vu que c'était en distanciel, on se connaît pas du tout, on se connaissait pas, on s'est connus à partir de la deuxième année, quand on était du coup au Maroc avec mes autres copines, Ranata qui est du Sénégal, et Alexia du coup de la Côte d'Ivoire. Donc du coup tu fais 4 mois au Maroc et tu reviens en France.
Donc, pour continuer ton année. Exactement. Du coup, vous avez quoi, des stages, des alternances à ce moment? Pas encore? Pas encore. À ce moment, c'est vraiment full et sec. C'est à partir de la 3e année, donc en septembre 2022, du coup, que j'ai commencé à faire l'alternance, que j'ai également réellement créé l'association. Ok. Parce que l'association s'est légalisée, du coup, le 28 septembre 2022 au Cameroun. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que je fais le 3 jours, 2 jours en alternance. En alternance. Mais du coup, c'est à quel moment tu montes ta boîte, enfin l'agence de marketing? En fait, l'agence de marketing, j'ai réellement commencé en 2020. Même quand j'étais en dépression, j'ai commencé. Et j'accompagnais quand même en communication par-ci par-là. Mais quand je sentais que c'était vraiment trop chaud, j'ai arrêté d'abord. Et puis par la suite, vu que j'étais dans une agence de marketing d'influence, il y a la manager qui me dit « Ouais, Noémie, il y a Ervin Gapet, du coup, qui est un volleyeur de l'équipe de France, qui veut que je l'accompagne, en fait, niveau communication, parce qu'il a 2 casquettes. Il est volleyeur, mais il est rappeur aussi, c'est un artiste. » Ah oui, c'est vrai. En plus, j'ai cru qu'il avait déjà sorti un son. Oui, il en sort beaucoup, il a des albums, etc. Ah, carrément? Oui. Ah, ça, et c'est vraiment 2 métiers qu'il fait au quotidien. Okay. Parce que moi, pour avoir travaillé avec Ervin se lève super tôt, il va à ses entraînements, il mange un petit peu avec nous le soir, juste de 20h, ou disons 22h à 2h du matin, il est au studio. Oh là là. Ervin, c'est une pile électrique, il dort pas beaucoup, mais ouais. Ok, et du coup, quand il va se réveiller, repartir Exactement, il repart le lendemain, entraînement, parce que quand t'es volleyeur, et en plus en équipe de France, c'est très sportif. Très sportif. Et il peut pas du tout louper ses entraînements, parce que tu vois, aussi au niveau presse, on va dire oui, il a raté ses entraînements parce que il rappe, etc. Mais pour avoir travaillé avec lui, il fait vraiment très bien ces 2 métiers. Très exigeant et tout. Très exigeant. Donc du coup, c'est finalement lui ton premier client? C'est un de mes premiers clients avec lequel j'ai vraiment travaillé. Et du coup, tu l'accompagnais sur quoi? Du coup, moi, je l'accompagnais sur la communication digitale, donc Instagram, Facebook. Il a lancé aussi sa maison d'édition parce que c'était Capenta il était en collaboration en fait avec Loïc. Loïc Massoc qui est son agent. Et du coup, je les accompagnais en fait en termes de communication. On a aussi fait un premier événement parce qu'il a eu réellement son premier album. Donc Ervin a sorti son premier album. Les accompagner, vraiment, il y avait des choses que j'avais jamais faites. Donc la coordination d'un événement, j'avais jamais réellement fait ça. Mais tu étais seule du coup, tu avais une équipe avec toi? En fait, on travaille avec Ervin aussi travaillait directement avec nous. Donc Ervin travaillait. Il y avait son manager et il y avait des freelances par-ci par-là, des personnes du studio, des personnes qui nous donnaient des conseils, des journalistes aussi, parce que Ervin, malgré tout, c'est une personne assez connue en France et assez connue dans le monde, parce que pour les fans de volley, en tout cas, moi, je connaissais pas du tout Ervin. Après, c'est parce que moi, je suis le sport aussi en général, je crois que c'est peut-être pour ça. Mais généralement, je crois que quand les JO approchent ou les championnats du monde, c'est là où, en fait, avant, en fait, de travailler avec Ervin, je le connaissais pas du tout. Mais en fait, c'est quelqu'un de très aimable. Il est hyper familial, vraiment très famille. Quand tu travailles avec lui, il écoute ton point de vue, il te dit ouais, ceci, cela. Il met facilement les gens à l'aise. Et vraiment, moi, j'étais la plus jeune. Mais ça l'a pas dérangé? La plus jeune, ça l'a pas du tout dérangé. Parce que je me dis souvent, un professionnel va exiger peut-être quelqu'un qui a une certaine expérience. Ça l'a pas du tout dérangé. Et aussi, il voulait quelqu'un, il voulait avoir aussi un pied-à-terre dans son pays d'origine, qui est le Cameroun. Donc il voulait quelqu'un qui connaisse aussi très bien. Et donc, j'ai appris vraiment la coordination d'un événement, travailler avec des journalistes. Et c'est pas n'importe quel journaliste, tu vois, c'était des journalistes de France 2, France 3, il me semble. Il y avait vraiment beaucoup de journalistes. Il y avait des personnes qui étaient assez connues au niveau musical, qu'on devait ramener... toutes ces personnes-là, on devait les ramener à Poitiers, parce que du coup, la ville d'origine de Ervin, c'est Poitiers. C'est Poitiers, du coup, Donc, il a fait son premier événement pour la sortie de son premier album là-bas. Ok. Et c'était intense? Quand même, oui, c'était intense. Mais comment tu arrives? Parce que Ervin, c'était une pile électrique. Donc, vraiment... C'était, on finit au studio jusqu'à 2h du matin, tu vois. Donc, ça, je faisais principalement les week-ends. En semaine, je m'occupais plus de la communication digitale, etc., planification de poste et tout ça.
t'essayes un peu de faire une coordination d'événements et tout ça, mais ça allait. Mais du coup, t'avais pas de week-end? Bah, j'avais quand même des week-ends parce Ok. que le dimanche, je me reposais, mais du coup, ma semaine était 6 jours sur 7. Mm. Mais enfin, ce que j'aimerais comprendre, c'est que là, à ce moment-là, t'as quoi? T'as 19, 20 ans quand tu À ce commences? moment-là, j'ai 19 ans, ouais. À quel moment tu te dis à 19 ans que j'ai mes cours, je monte une agence de marketing, ma boîte, et je crée une association, en fait. J'aimerais Ouais. comprendre d'où ça vient, en fait, tout ça. Bah, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait Et moi, énormément. tu fais beaucoup de choses, ouais. Beaucoup de choses. Mes amis me disent souvent, ouais, Nomi, toi, tu peux pas rester à rien faire. Et c'est vrai. Ok. Dans une journée, même si c'est mon jour de repos, je vais toujours faire de la veille, par exemple, sur les réseaux. Je vais toujours Ok. chercher à vraiment faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester une journée à dormir et ne rien faire. Même regarder une série, c'est faire quelque chose, tu vois. Donc vraiment, il faut que je fasse quelque chose et que j'apprenne de ma journée. Mais avant ça, en fait, quand j'avais 15 ans, je suis allée en vacances aux États-Unis. J'ai fait 1 mois aux États-Unis. Ok. Et c'est là que ma première entreprise est née, donc à 15 ans. J'étais avec ma mère, on était à Forever 21, donc à Silver Spring, à Washington. Ok. Et en fait, c'était plus Maryland. Et directement, je dis à ma mère, ouais, en fait, quoi si je vends ces colliers au Cameroun, parce qu'en fait, au Cameroun, il n'y a pas tout ce qui est boutique, Zara, H&M, etc., etc. Okay. Et c'est comme ça que je commence l'e-commerce, où j'achète partout et je vends au Cameroun. Okay. Mais cette activité s'est arrêtée du coup avec le Covid, parce que c'était hyper compliqué de ramener la marchandise. Ouais, ça marchait super bien. Mais comment ça se passait du coup? T'achetais aux États-Unis? Aux États-Unis, en France, en Espagne. Et je revendais. Et t'as de la marge dessus. Exactement. Mais est-ce que c'est le fait aussi d'être parti aux États-Unis qui t'a aussi donné un peu ce côté business là, ou bien tu l'avais déjà un peu avant? Bah, je pense avec ma mère, je l'ai eu facilement. Ah, ta mère, ok. Parce que ma mère est c'est une bosseuse. C'est une bosseuse, c'est quelqu'un qui a eu le sens des affaires hyper tôt. Pourtant, ne travaillait pas dans les affaires. C'est quand on est rentré au Cameroun que vraiment ça a commencé les affaires. Avant, ma mère était principalement dans la restauration. Okay. Donc, s'occuper de la stratégie d'un restaurant, donner ses idées, travailler au bout à bar. Elle a fait tous les métiers en salle. Serveuse, hôtesse d'accueil. Après, je connais pas les noms exacts, mais elle a tout fait sauf la cuisine. Okay. Mais elle a tout fait. Elle connaît tout et tout. Non, mais après, je me rends compte aussi quand même en Afrique, on va dire, très, très orienté à faire, même si c'est pas très régulé. Il y a le secteur informel et tout. Il y a beaucoup, en fait, qui font du commerce, quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est le système qui nous pousse à ça aussi. Ouais, c'est ça, on fait du commerce. Le système en Afrique qui nous pousse à ça. C'est pas tout le monde qui aime le salariat. Et puis... Parfois, t'as pas du boulot, tout simplement. Exactement, aussi, ouais. T'as pas de boulot, donc c'est la seule voie, en fait, qui te pousse à entreprendre. Non, mais ouais, ok, c'est intéressant. Donc, du coup, quand tu as Erwin, du coup, est-ce que c'était déjà sous c'est quoi, l'agent de marketing s'appelle comment? Norako Agency. Du coup, c'était sous Norako Agency déjà directement. Ok, mais tu travailles toujours un peu en partenariat avec ton ancienne agence. Exactement. Ok. Mais après, j'ai arrêté parce que du coup, c'était... ça me prenait... En fait, l'agence de marketing d'influence, j'étais reconnue comme une créatrice de contenu camerounaise dans cette agence-là. Ok. Mais en fait, avec le Covid, ça a tout changé, ça a tout cassé. Ouais. Du coup, j'ai quitté cette agence. Ok. Pour vraiment me lancer en agence de communication. Et aujourd'hui, tu as quoi comme client? Bon, enfin, c'est aussi, c'est pas confidentiel. C'est pas confidentiel. Aujourd'hui, du coup, je fais plus de création de contenu. Création de contenu. J'ai aussi un client basé, qui est en train de se lancer, qui veut vraiment apporter des solutions de finance sur les réseaux sociaux, vraiment montrer comment on épargne, niveau finance, gestion de finances, etc. Ok. Et j'ai plus des contrats en fait au niveau de la création de contenu. Donc là où ça va être des équipements de sport, mais là ça va être sur mes propres réseaux et aussi sur les leurs. Ok, je vois. Et comment est-ce que tu fais les liens? T'as une équipe, t'as des commerciaux, comment ça se passe? Bah en fait, j'ai des freelances. Ok. J'ai des freelances basés partout en Afrique. Je travaille pas avec des gens ici. Okay. J'ai travaillé avec une designeuse qui m'a fait le logo de ma fondation, je dis déjà ma fondation, de mon association, de mon association et de mon agence de communication.
Mais du coup, je travaille plus avec des freelances basés en Afrique et je travaille beaucoup en fait avec un monteur vidéo qui est basé au Togo. Ok, d'accord. Ok, waouh, pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, parallèlement, tu fais ton alternance aussi. Exactement. Ah ouais. En vrai, c'est toi la vraie pile électrique. Est-ce que tu dors quand même? On me demande tout le temps ça, mais ouais? oui, je dors quand même. Ok. Mais comment ça, tu arrives, si t'es bien organisé, c'est ça? Ouais, je suis hyper bien organisée. Je pense que si j'avais pas d'organisation en béton, j'aurais jamais pu. Vraiment, j'aurais jamais pu. Toute ma vie est chronométrée, on va dire. Mais comment tu fais concrètement, si tu dois te donner des tips, comment tu fais? Donc, une journée type, je me lève à 5h30, tout le temps. Tous les jours? Sauf peut-être les week-ends, parfois je m'accorde 8h, etc., etc. Donc, je me lève à 5h30, je me prépare, etc. 6h30, je quitte la maison. 7h30, je suis à la salle. Ça, c'est tous les jours que tu fais ça? Sport. Pas tous les jours, mais j'essaye 3 fois par semaine. Et ensuite, je vais au bureau. Donc, je vais au bureau, je reste jusqu'à 17h30, 18h par moment. Ça dépend en fait de l'intensité du travail. Parfois, je rentre plus tôt. Et je travaille. Je rentre, je me repose et puis je me mets sur les projets et les devoirs à l'école. Ok, d'accord. Et ouais, quand même. Et ça, c'est vraiment tout est sur peut-être un outil que tu utilises? Ouais, j'utilise Google Agenda tous les jours et j'ai des notifications. Avant, j'utilisais Notion, mais il n'y a pas de notification, tu vois. Ouais, et moi, j'oublie à chaque fois. Donc, il me faut la notification. Donc, chaque bloc sur mon agenda doit avoir un rappel 1 heure avant et 30 minutes avant. Ok. Ouais, comme ça, au moins, ça te permet de... Tu sais que... Ouais, exactement. Ok. Mais est-ce que ça t'arrive aussi parfois, parce que moi j'avais souvent eu ce truc avant et il y a beaucoup qui l'ont, de planifier un truc, mais au final de ne pas le faire? Ouais, ça m'arrive. Souvent. Parce qu'il y a des jours où t'es fatigué quand même. Au bout d'un moment, t'es fatigué. Donc à chaque fois, tu déplaces où t'as la place. Donc, mais ça reste toujours sur un agenda. Je peux pas me dire, ouais, j'ai ça à faire, mais je le mets pas sur mon agenda parce que sinon, ça va être trop. Parce que t'as ton alternance, t'as ton école, t'as ta vie perso, t'as ta vie sociale, t'as tout, t'as tes projets, etc., etc. Si au bout d'un moment tu planifies pas, tu peux pas t'en sortir. Ouais, je pense. Mais je trouve que vraiment c'est la clé. En fait, c'est bien de planifier, mais ce que je trouve encore intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est la discipline surtout. C'est-à-dire que, et encore quand tu déplaces, toi tu le remets direct en fait. Exactement. Pas très loin. Je le remets direct, pas très loin. Comme ça, ou au plus tard, 1 semaine après. Si jamais les créneaux ça va, mais tout est mis sur un agenda. Moi, ce qui me tuait, moi surtout à une certaine période, c'était la procrastination. Ouais. C'est-à-dire de reporter finalement, de reporter. Et... Moi, il y a des moments où je procrastine aussi. Ouais. Mais quand je sens que la procrastination est très dense, je prends mes affaires, je vais à l'ESSEC et je commence à travailler. Mais ce truc-là aussi, je trouve que ça marche beaucoup. Hein. Ça marche beaucoup. C'est-à-dire ça te stimule directement. L'environnement te stimule. Totalement. Parce que, tu vois, bah, du coup, à HEC, en fait, en fait, je trouve qu'il y a une différence quand je reste dans ma chambre en train de travailler quand je vais à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Si quand tu vas à la bibliothèque, tu es dans un certain environnement où quand tu commences à travailler, tu es stimulé. Exactement. Et tu es plus efficace. Et d'autres travaillent aussi à côté, donc ça te pousse à travailler. Voilà. Par moment, tu en as d'autres aussi qui ont la solution. Par exemple, tu as tel devoir à faire, tu dis à ton ami, et ton ami, en fait, il va te mettre la pression. Il va te dire, est-ce que tu as vraiment fait? Est-ce que nanana? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait nanana? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as révisé ton TOEIC? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as révisé ton Taj-Mahal? Est-ce que tu as fait nanana? Ça aussi, il y a des gens qui aiment bien. Ça, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se manager eux-mêmes. Ils ont toujours besoin d'avoir un manager, donc de quelqu'un qui les accompagne tout le temps, pour s'assurer qu'ils ont bien fait leur tâche. Ok, ouais, genre. Ok, et il y a un truc aussi, tu es beaucoup présente sur les réseaux. Oui. C'est comment tu arrives à gérer. J'aimerais parler particulièrement de LinkedIn d'abord. Oui. Je sais que LinkedIn, généralement, c'est plutôt, il y a un YouTuber que je suivais, en fait, qui disait que ses premiers clients, lui, il l'a vraiment eu grâce à LinkedIn parce qu'il postait pas mal de contenu. Et ouais, toi, t'en penses quoi, en fait, surtout de LinkedIn? Parce que tout le monde, tu es présente dessus, tu es beaucoup active, non? Ouais. LinkedIn, pour moi, c'est devenu une plateforme hyper importante quand j'ai commencé mon alternance. Ok. Avant LinkedIn, c'était vraiment la plateforme où je posais mon CV,
je cherchais mon opportunité professionnelle. Ok. Mais en fait, je ne savais pas exploiter cette Le plateforme-là, réseau, ce réseau social-là. Et je me suis rendu compte de l'importance que c'était. Parce que LinkedIn, avant, c'était ça, de trouver un emploi, etc. Maintenant, c'est devenu une plateforme d'accomplissement, donc où des gens vont montrer leurs certifications, vont montrer comment leur entreprise évolue, vont même parler de leurs échecs, etc., etc. Et moi, je pense que c'est hyper important d'être actif aussi sur LinkedIn et pas que de venir poster son CV. Ah ouais, tu trouves pas que ça complexe un peu les gens? Parce que je sais que beaucoup viennent. Après, bon, il y a deux choses. Je sais Oui, mais qu'il... après, désolé, genre, tu réussis ta vie, enfin, faut, tu vois. Tu trouves que quand on réussit, il faut forcément le montrer? Bah, en fait, tu vois, il y a oui et non. Parce que on est d'origine africaine Ouais. et t'auras toujours des personnes qui vont te dire oui, mais il faut pas montrer, etc. Moi, par exemple, je crois pas au mauvais œil. Je crois en Dieu, mais je crois pas au mauvais œil. Ok. Donc moi, je me dis que, bah, en fait, je suis désolée, mais c'est comme ça. Enfin, tu vois, tu peux pas le cacher éternellement. Les gens vont toujours finir par savoir. Malheureusement ou heureusement, t'es à HEC, tu le montres. Et tu vas inspirer des personnes à aussi se dire, oui, en fait, moi aussi, j'aimerais bien aller à HEC, etc., etc. Et ça va inspirer des gens. Moi, je vois plus le côté aider les autres, inspirer les autres, et pas forcément venir sur une plateforme et te la raconter. Ouais, exactement. Non, mais ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant parce que moi, j'ai souvent été dans ce truc-là où je me dis, c'est pas la peine d'en parler. Tu sais, j'ai fait un podcast, j'ai fait un réel dessus. Oui. Où je disais que, ouais, en fait, bah, sur les réseaux, on sait que je suis à l'ESSEC, mais en face, je refuse de le dire. Et j'ai réellement appris parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. De dire dans quelle école j'étais. Je le vois même en entreprise. Parfois aussi, t'as des grilles salariales en fonction de ton école. C'est ça. Tu vois, c'est hyper important de le dire. Parfois, moi, ma mère, elle me dit, ouais, mais tu dis que t'es étudiante, mais dis dans quelle école t'es, en fait. Parce que tu sais pas face à qui t'es, tu sais pas si cette personne a fait la même école que toi ou si telle personne connaît exactement le projet, etc., etc. Mais c'est hyper important. Ouais. Moi, je pense qu'il faut pas se cacher. Oui, non, mais totalement. Tu vois, Kevin, que j'ai reçu au premier épisode, lui aussi, il dit qu'il croit pas aux mauvaises œuvs, c'est la première chose. Et que c'est parce qu'il a beaucoup parlé de son projet quand il voulait le monter, qu'il a trouvé des opportunités ou des gens qui voulaient travailler avec lui. Et bah, s'il le disait pas finalement, il aurait pas eu ces opportunités-là. C'est ça. Et faut pas avoir peur de se lancer. Moi, je le dis toujours, faut pas avoir peur. Tout ce que j'ai lancé, je l'ai fait sans réfléchir. Ça a été parti en même temps. Sans plan? En fait, j'avais des idées, mais j'avais pas le plan. Par exemple, mon échange universitaire au Canada, c'est là vraiment que j'ai fait un plan d'affaires. Où je me suis dit, ouais, je vais me poser, je vais faire un plan d'affaires d'une agence de communication, tu vois. Mais avant, je me suis dit, ouais, mais en fait, bah, je me lance. Je connais mes compétences, je connais mon expertise. Tous les ans, je me forme, je paye des formations, etc., je me forme. Mais en fait, faut pas avoir peur de se lancer. Et c'est pas ce que X ou Y personne peut te rapporter. Qui va déterminer, qui va déterminer les choses. Et tu sais pas... même dans des événements, quelle personne peut t'apporter, tu réfléchis sur un truc, quelle personne peut t'apporter une idée, de dire, ouais, en fait, vas-y, lance-toi, je connais X, je connais Y, je connais, tu vois. Et parfois, mes amis me disent, il y a une amie, du coup, qui a fondé Les Intentionnels, Rachel, qui me dit, ouais, Noémie, tu connais tout le monde, genre, vraiment, le réseau, c'est toi. Elle me dit, le réseau, c'est toi. Ah ouais. L'audace, c'est toi. Après, est-ce que tu penses que c'est parce que t'es aussi un peu connu sur les réseaux ou c'était même avant? Bah, je pense que c'est ma personnalité. Parce que je connais des gens qui sont connus aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, donc... moi, à ma petite échelle, tu vois, j'ai pas peur d'aller voir les gens. J'ai pas peur de parler avec les gens, d'en apprendre plus sur les gens. Je suis hyper audacieuse. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Première année à l'ESSEC, je cherchais un stage. J'écris à un professeur que je connaissais même pas, c'était même pas mon prof, mais je sais juste qu'il était professeur à l'ESSEC. Et il avait une boîte et il m'a pris en stage chez lui, tu vois. Enfin, c'était un ancien manager de Coca-Cola Europe. Ah ouais, donc, je me suis juste dit, ouais, je me présente à lui, je lui dis que je suis étudiante et tout ça et que je cherche un stage. Donc, ton premier stage, tu l'as fait à Coca-Cola? Pas à Coca-Cola, mais c'était, en fait, c'est un ancien manager. C'est un ancien manager qui a créé sa start-up en marketing. Ça a plusieurs casquettes en vrai de vrai, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le CMO studio, tu vois. Ah oui, ok.
Ah, très bien. Mm. Non, mais ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Même moi, du coup, quand j'ai commencé à chercher, j'ai attendu pratiquement un mois avant de poster. Alors que tous mes camarades de classe, en fait, ils avaient déjà posté. Ils Ouais. postent tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le ouais. temps. Non, mais Mais effectivement. c'est parce que t'avais pas encore eu tes premiers jours à HEC ou pas? Ou t'appréhendais, tu voulais d'abord être sur le campus avant de poster? Ouais, en fait, il y a un peu de procrastination dedans aussi, sans te mentir. C'est-à-dire que je me dis que, ok, quand je commence, je poste, mais après je reporte, et au final, ça prend du temps. Mais même au-delà de ça, je pense que le fait même d'appuyer sur ce petit bouton après Ouais. avoir écrit, ouais, ça m'a pris quand même un petit Oui, courage avant de c'est vrai. l'envoyer, tu Mais vois. c'est vrai que le premier post sur LinkedIn fait peur. LinkedIn, Mais LinkedIn, moi, c'est c'est la tous les jours, plateforme qui en fait fait, moi, j'ai peur. l'impression que même partout, bon, après, sur les réseaux, ça va. Enfin, quand je dis les réseaux, c'est par Mais en l'Insta, fait, faut Snap. pas avoir. Tu vois, moi, je suis sur les réseaux Ouais. et j'ai pas peur de dire ce que je pense. J'ai pas peur du regard des gens. Ouais. Parce qu'en fait, ces personnes qui vont parler, Mhm. c'est des personnes qui n'ont rien fait. C'est des personnes qui ne se sont peut-être pas lancées. Mhm. Et encore, c'est des personnes qui vont te critiquer sans avoir des critiques constructives, tu Ouais. vois. Ils vont être là te dire, ouais, mais en fait, le gars là, il poste même pourquoi. Genre vraiment, il poste pourquoi. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point mes vidéos aidaient les gens. Mhm. Tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, ça aide vraiment les gens. Et moi, ma mission première, c'est pas de faire la belle sur les réseaux sociaux, mais d'aider les gens avec tout ce que je vis au quotidien. Vraiment, je suis hyper active, principalement sur les stories Instagram. Mhm. Ça, c'est vraiment la plateforme que j'aime Ouais, j'ai beaucoup, tu remarqué, vois. ouais. Mhm. Que j'aime beaucoup. Je parle de mon quotidien, de ce que j'ai vu, etc., des expériences et tout ça, avant les autres plateformes. Mhm. Ok. Ok. Et il y a un truc aussi, bon, du coup, quand on parle de réseau, il y a, il y a le fait d'être vrai sur les réseaux, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout à l'heure, on rigolait par rapport au storytelling. Mais ce que je veux dire, c'est que le pourquoi LinkedIn, par exemple, il y a beaucoup qui, voilà, trouvent pas vraiment l'intérêt, c'est que je trouve en fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie Ouais. et qui en fait racontent vraiment des choses qui sont pas forcément vraies. Ouais. Ça, par contre, ouais, ça, c'est... Tu vois, je crois Ouais. qu'il y a ça aussi et même au-delà de ça, peut-être que peut-être si tu as des trucs à partager sur comment est-ce que toi t'as su garder ton authenticité et en étant vraiment sur les Mhm. réseaux quoi, enfin Mhm. combiner les deux. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de fake Qui aussi, fake, ouais. ouais, exactement. Et ça, même, je l'ai vu, en fait, quand tu rencontres parfois des influenceurs, Mhm. tu te dis, waouh, c'est pas du tout la même personne, tu vois. Moi, j'ai vu, par exemple, Yanissa XOXO, Ouais. hyper gentille. Et Mhm. c'est vraiment la personne qu'on voit derrière les réseaux sociaux. Mhm. Elle est hyper gentille, hyper spontanée. Et c'est vraiment la fille qui nous fait rigoler tous les jours, tu vois. Moi, c'est une fille, si elle poste pas des stories, si je vais me demander, mais qu'est-ce qu'il y a, genre, tu vois, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Ouais. Parce qu'elle est hyper authentique, elle est vraie. Mhm. C'est une fille qui est vraie, mais t'as d'autres personnes, tu les vois sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, ils osent même pas aborder les gens, c'est très différent, Ouais. c'est, ouais. Ils sont distants et Ouais, tout. exactement. Non, mais ce que tu dis sur Yanissa, c'est marrant parce que je crois que c'était à Londres, à la gare, en fait, où, du coup, je crois qu'elle appelait Demi. Et elle Mhm. criait qu'à la limite, en fait. Ouais, Je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait, en ouais, fait, c'est carrément ça, faire ça. c'est ça. Non, mais, oui, du coup, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une vidéo sur laquelle je suis tombé dernièrement. En fait, tu peux aller dans un jet et simuler que tu as pris un avion. Et je crois que tu paies et on t'enregistre. C'est fou. Donc, ouais, je trouve qu'il y a Mais je beaucoup trouve aussi de... il y a beaucoup de points négatifs sur les réseaux sociaux. Hmm. Il y a des gens qui vont, je sais pas comment dire, mais surtout en Afrique, si t'es pas, genre, si t'es pas, je sais pas comment dire, mais si t'es pas posé et vraiment conscient, tu peux facilement te faire arnaquer avec les réseaux sociaux. Ok. Il y a des influenceuses, je suppose, même qui arnaquent des gens tu vois. Ah Et en ouais, je Afrique, vois un peu. les gens, ils ont besoin d'emploi. Nous, on a d'autres problèmes. En France, on n'a pas ces mêmes problèmes, tu vois. Ouais. Donc, tu auras des gens, même si on a des arnaqueurs, mais aujourd'hui, il y a des lois, tu vois. Mhm. Mais Tout ce en qui Afrique et entoure tout, c'est les influx super, voleurs. exactement, les influx voleurs. Mais c'est super chaud en Afrique, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de loi encore pour les Réguler un influenceurs. peu tout ça, Ouais, ouais. exactement. Ouais, je sais que avec tout ce qui est un peu ceux qui vendent des produits souvent sur Oui, les aussi. réseaux et tout Aussi. parfois et moi ce que je trouve dangereux dans ces choses-là c'est plus trop si c'est parfois c'est des produits cosmétiques sur le corps ou des trucs comme ça.
Ou parfois je vois des vidéos, c'est des gens prennent des produits pour pouvoir gonfler les parties en fait et Ouais, tout. Et il y a beaucoup en fait qui sont dans ces choses-là et ouais, alors que garantissent vraiment à des personnes que ça marche. Peut-être que ça marche, mais vous savez pas tout ce ouais, que vous mettez en fait dans votre corps aussi. exactement. Donc C'est pas quel je trouve ça cancer tu vas dangereux. choper et tout. En tout cas, c'est vraiment vrai d'être, bah, du coup, vrai sur les Mhm. réseaux. C'est super important d'être vrai sur les réseaux, de garder son authenticité. Et je trouve que ça, c'est un truc que tu as su garder. Et je crois que le fait même d'être vrai en vrai, ça te permet simplement d'inspirer les gens. Bon, après, c'est vrai quand même qu'il y a des gens qui sont faux aussi, qui peuvent inspirer. Mais en fait, quand c'est vraiment construit sur quelque chose de pas solide, j'ai l'impression que ça, quand ça s'écroule, en fait, bah, tu déçois non seulement ton public aussi, ou Mhm. bien les personnes qui te suivent, Exactement. mais ils peuvent aussi non simplement se décourager et dire peut-être que c'est pas possible. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien tout ce que tu fais. Donc, je pense qu'on a pas mal échangé. Il y a un petit rituel, en tout cas, deux petits rituels qu'on a quand même sur le podcast, c'est de répondre en fait à la question du précédent invité Mhm. ou de la précédente invitée et d'en reposer en fait à la prochaine. Ok. Et donc, du coup, la question que la précédente invitée avait pour toi, c'était qu'est-ce que tu avais déjà fait de plus audacieux dans ta vie qui t'a permis surtout d'arriver jusqu'ici? Mhm. Enfin, jusque là, là où tu es là maintenant. Est-ce que tu as C'est une un très bonne exemple, question. je sais pas, un événement ou quelque chose comme ça? Un événement qui m'a permis d'arriver aujourd'hui. Ou juste un fait, je sais pas, un Un fait. exemple de ce que tu as déjà fait de plus audacieux dans ta vie. Je pense que c'est des... Bon, là, ça va être la troisième fois qu'on le fait. Mais c'est ramener 200 orphelins pardon, lors d'un événement. Donc, on a fait ça pour la première fois en 2022. Ok. Donc, une opération Noël en joie où on a réuni 200 orphelins de la ville de Douala, de différents orphelinats. Là, l'année dernière, en décembre 2023, on en a ramené 200 à Canal Olympia. Donc, Ok. Canal Olympia, la salle de Ouais. cinéma. Mhm. Parce qu'en fait, eux, ils n'avaient jamais vu le cinéma. Et ça, c'était vraiment. Je pense que c'était très audacieux de ramener De ramener, ouais. 200 enfants dans un endroit. Ça, je pense que c'est le seul exemple Que que tu j'ai as pour le là. moment. Ouais. Mais après, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est que tu as un impact vraiment aussi dans Ouais. leur vie. Et tu permets vraiment de faire vraiment des choses qui les touchent Mhm. directement. Mhm. Et ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, en tout cas, super bravo. Merci. Et toi, ça sera quoi? Non, avant que tu me poses la question, est-ce qu'il y a un jeune Mhm. ou une jeune, en tout cas connu ou pas connu, hein, en tout cas qui t'inspire toi quotidiennement ou même dans ta vie? Bah, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent quotidiennement. Nous, c'est les jeunes ici qu'on veut. Oui, C'est un les podcast jeunes de aussi. jeunes. Bah, il y a une jeune qui me Ouais, vient en tête, c'est oui, Rachel, ok, qui est une de mes amies. Donc Rachel a fondé l'association Les Intentionnels. ok. Donc c'est un réseau de femmes visionnaires, ambitieuses et déterminées qui veulent, des femmes qui veulent travailler et investir sur elles-mêmes. Mhm. Et en fait, on a différents piliers et on travaille vraiment sur nous-mêmes. Et c'est quelqu'un qui est très audacieuse, très visionnaire. Ok, un peu Euh, comme toi, quoi. ouais, voilà, exactement. Et elle fait beaucoup de choses aussi dans la vie de tous les jours. Ok. Moi, à la base, je suivais Rachel sur les réseaux, principalement en tant que youtubeuse. À l'époque, elle était en droit, Ok. donc je la suivais comme ça. Et aujourd'hui, elle a créé ce réseau-là de femmes, et je trouve ça hyper inspirant, en Mhm. fait, parce qu'avant, c'était... Enfin, aujourd'hui, c'est plus des réseaux d'hommes qu'on trouve, etc. Mhm. De femmes, on retrouve plus ça dans la partie anglophone. Mais là, Pas de vraiment dans ramener les. ça Ok. dans la partie francophone, et en fait, elle fait pas que des événements en France, elle fait également des événements, il y a des pôles par pays en Par pays et Afrique. tout. Donc il y a des pôles, il y a un pôle à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Ah ouais, quand L'année même. dernière, il y avait aussi un pôle à Bouaké. Il y a un pôle à Dakar. Donc c'est différents événements qui se passent. Je pense qu'il y a eu aussi un événement au Togo, il me semble. Ok. Donc vraiment, c'est vraiment un réseau francophone. Ok. Bah, intéressant. Donc je pense que c'est elle qui m'inspire Le vraiment. plus En ce moment, oui. en ce moment. Mm. Bah, en tout cas, on fait un coucou à Rachel. Ah, Rachel, oui, c'est Merci d'inspirer Noémie. ça. Et ouais, on est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Et toi, ouais, si tu avais une question pour le prochain invité,
ça serait quoi? Ma prochaine question, enfin ma question pour le prochain invité ou la prochaine invitée, ce serait quelle est la chose dont tu es le plus fier en ce moment ou la plus fière en ce moment? Ok, d'accord. En tout cas, c'est noté. Moi-même, je connais pas encore le prochain, mais bon. Et toi, du coup, tu devrais répondre à cette question. Ce dont je suis le plus fier dans ma vie, oh là là, je m'attendais pas. On dirait un entretien. Non, mais en vrai, j'ai tellement envie de dire beaucoup de choses. Au pire, tu peux dire 3 choses, max. Ah, ok. Ah ouais, ça me donne carrément une liste. Non, en fait, je pense surtout que déjà, le parcours que je suis en train de faire là actuellement avec HEC, parce qu'en fait, sans te mentir, même il y a quelques mois. Ah, d'ailleurs, en fait, t'en es pour beaucoup, en fait. Parce qu'à la base, je postulais pour les SEC, en fait, et tu m'avais dit que bah, si t'as HEC, va HEC, quoi. Voilà. Donc, merci déjà. En tout cas, moi, je suis hyper fière, parce que c'est hyper rare, en fait, de voir des gens qui intègrent cette école-là. Ouais. Même si les SEC aussi, c'est hyper bien aussi. Ouais. HEC... Je sais pas si tu t'en rends compte pour le moment, mais HEC, c'est le Graal. Ouais. Il y a très très peu de personnes qui arrivent à intégrer HEC. Donc franchement, je pense même que tu inspires d'autres personnes. Hein. J'espère. En tout cas, c'est le but du podcast. Bah, du coup, le podcast, c'est une fierté aussi. Ouais, c'est une fierté. En fait, sans te mentir, je crois que moi, mon problème, c'est que je veux que le truc soit parfait avant de le lancer. Et généralement, en fait, bah, y a beaucoup qui disent, par exemple, enfin, ça se dit surtout, voilà, de célébrer les petites victoires, de ne pas mépriser les fêtes commencement. Moi aussi, je te le dirais. Parce que ma première vidéo YouTube, si tu regardes, moi, j'ai honte d'aller la voir. Ma première vidéo YouTube, réaction de Parcoursup. Ouais. Quand tu regardes la qualité de cette vidéo et la qualité maintenant, ça fait du chemin. Genre vraiment, il y a du chemin à faire. À chaque fois, ce sera jamais parfait. Non, mais je vois. Ça va toujours être une évolution. Là, aujourd'hui, t'es là. Demain, tu sais pas, tu peux te retrouver en Amérique. Tu peux te retrouver, je sais pas où, en Afrique. Amen, avoir tes propres studios, tu vois, tu sais pas. Franchement, c'est petit à petit. Donc, bah, le podcast, si je peux dire une deuxième chose, il y avait une application. En fait, une troisième chose, du coup. Ah, une troisième chose. Bah, il y avait une application en fait qu'on avait lancée avec un pote il y a quoi? Il y a 8 ans. Enfin, c'était un groupe de potes ensemble. En fait, le but de l'application, c'était de pouvoir permettre en fait aux élèves au Togo, en tout cas en terminale, de pouvoir tout simplement, avec une application sur leur téléphone, pouvoir étudier pour le bac. Ah. Tu vois un peu DigiSchool ici, ouais. Mais on voulait faire un truc comme ça bah, du coup au Togo. Mais du coup l'idée n'a pas été abandonnée. En tout cas on avait pu le faire et là le but c'est de le reprendre. Donc ça fait partie aussi quand même d'une fierté parce que en fait tu vois vraiment un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas forcément parfois les moyens de s'acheter des bouquins, des livres, juste avec une application qui arrive à étudier, à réviser. Et ils font des témoignages pour dire qu'on y est arrivé en fait grâce à vous. Et je trouve que c'est vraiment un truc, le fait simplement d'avoir un impact sur la vie des gens, c'est hyper ça rend important. beaucoup fier. Ouais, c'est vrai. Donc c'est voilà. Vrai. Voilà, merci beaucoup à toi, merci pour ton temps d'être venu. On a pas mal échangé, même malgré ton emploi du temps compliqué. T'inquiète. T'as pas trouvé un petit temps pour nous. Voilà, donc non, j'ai beaucoup aimé notre échange aussi. Et tu ne sais pas, mais tu m'inspires aussi. Hein. Ah, merci beaucoup. Toi aussi, tu m'inspires en tout cas. Bah, on s'inspire, donc c'est ça qui compte en fait. Même les gens qui nous regardent ici, en tout cas, ça nous inspire. C'est clair. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Merci aussi. Et bah, on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Salut.